Maladie de Parkinson fruste, rééducation et éducation du patient. Alors premièrement, l'historique. Nous sommes en Argentine, à l'âge d'or du tango, dans les années 40-50. Et à cette période, il se passe quelque chose d'absolument incompréhensible. Il y a d'anciens danseurs qui ont eu la maladie de Parkinson et qui arrivent sur la piste de danse en marchant difficilement. Première chose étonnante, ils dansent beaucoup mieux que ce qu'ils ne marchent. Deuxième chose étonnante, plus la soirée avance, et mieux ils dansent. Et quand ils repartent, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, des fois 3 heures de danse, eh bien ils remarchent normalement. Alors ça, à l'époque, on ne savait pas expliquer pourquoi. Pour comprendre pourquoi les Parkinsoniens dansent beaucoup mieux que ce qu'ils ne marchent, eh bien, il faut comprendre le schéma d'Allen et Tsukahara tel que nous l'a enseigné le professeur Jacques Paillard dans son article qui s'appelle l'intégration sensorimotrice et idéomotrice. À partir de ce schéma, on peut comprendre que les Parkinsoniens ont du mal à effectuer des mouvements automatiques car leurs noyaux gris centraux sont déficients. Et c'est les noyaux gris centraux qui permettent le traitement des mouvements automatiques comme la marche. Par contre, les mouvements qui se font sous contrôle visuel ou auditif, les mouvements qui se font sous contrôle extéroceptif, comme on dit, ces mouvements sont conservés, car c'est le cervelet latéral qui s'occupe de ce traitement de ces mouvements. Le cervelet latéral est intact dans la maladie de Parkinson. Il permet donc à ces patients de danser, puisque dans la danse, et surtout dans le tango, on suit la musique. On suit le rythme du bandoléon généralement, ou on peut suivre la voix du chanteur, ou on peut suivre un instrument de musique comme le violon. Donc c'est typiquement une activité réactive sous contrôle extéroceptif, sous contrôle auditif. Donc c'est assez facile pour un sujet parkinsonien. C'est également facile pour ces patients de marcher au rythme d'un tambourin. Beaucoup plus facile que de marcher quand il n'y a pas le rythme. C'est également très facile pour ces patients de faire des gestes sous contrôle visuel. Les informations visuelles sont des informations extéroceptives traitées également par le néocervelet qui est intact. Par exemple, marcher en enjambant des obstacles. Ça, c'est assez facile, beaucoup plus facile que de marcher quand il n'y a pas d'obstacle à enjamber. Également, franchir les marches d'escalier, il faut regarder les marches pour les franchir. Là aussi, c'est des mouvements sous contrôle visuel. C'est beaucoup plus facile pour les Parkinsoniens. On parle d'indissage visuel ou d'indissage auditif pour désigner les facilitations par la vue et les facilitations par un stimulus sonore. Pour comprendre pourquoi les patients qui dansaient sortaient de la piste de danse en marchant pratiquement normalement, il a fallu attendre 2009 et les travaux menés par l'équipe de la Cleveland Clinic. Tout est parti de l'observation d'un patient qui avait la maladie de Parkinson et auquel on avait fait faire du tandem. Après 1h30 de pédalage, derrière son compagnon, lorsqu'il est descendu, ses symptômes avaient disparu. Il marchait normalement, il n'avait plus de tremblement, plus de rigidité et plus d'akinésie. À ce moment-là, ils ont démonté le tandem, ils en ont fait une espèce de tandem d'appartement, comme on le voit sur cette vidéo, et ils ont fait une étude avec des patients qui pédalaient à vitesse confortable et d'autres qui pédalaient à vitesse forcée, c'est-à-dire beaucoup plus vite que ce qu'ils n'auraient pédalé spontanément. Seuls les patients
qui pédalaient à vitesse forcée ont eu la diminution des symptômes, alors que ceux qui pédalaient à vitesse confortable ont amélioré leur déconditionnement à l'effort aérobie, mais n'ont pas eu cette diminution des symptômes. Il fallait donc atteindre une certaine vitesse pour avoir l'effet sur les symptômes. Ils ne se sont pas contentés de regarder les effets cliniques, ils ont aussi été voir ce qui se passait dans le cerveau. Et là, surprise, on s'aperçoit que l'exercice forcé active les mêmes zones cérébrales que la dopamine. La dopamine qu'on donnait aux patients comme médicament. Il semblerait donc que l'exercice permet une sécrétion naturelle de dopamine dans le cerveau. Alors ça change absolument tout et ça explique énormément de choses. On voit ici la consommation de glucose dans le cerveau, à gauche après l'exercice et à droite après la prise de dopamine. Voilà cet article qui a été publié par l'équipe de la Cleveland Clinic et qui a changé toute la rééducation des patients qui présentaient une maladie de Parkinson fruste. Cet article est révélateur de la prise de conscience actuelle du fait que les mouvements rapides et prolongés entraînent dans le cerveau du patient une sécrétion naturelle de dopamine. Or, la dopamine est le principal médicament utilisé pour lutter contre la maladie de Parkinson. Chez les patients présentant une maladie de Parkinson fruste, ça veut dire à ses débuts, encore appelée phase de lune de miel, cela peut suffire pour avoir le même effet que les médicaments, pendant quelques heures, voire quelques jours selon le stade de la maladie et l'intensité de la pratique. Il n'y a pas que le tandem ou les vélos électriques qui permettent d'obtenir ces effets positifs. Toute pratique physique rapide et prolongée ont le même effet. L'objectif est d'arriver, après quelques séances d'entraînement, à 90 minutes d'activité non-stop. Les autres techniques les plus utilisées dans le cadre de cette pathologie sont bien sûr la danse, et en particulier le tango argentin utilisé par des milliers de patients dans le monde entier, la marche à vitesse rapide sur un tapis de marche au moins 30% plus vite que la vitesse confortable de marche, avec si possible un harnais de sécurité en cas de chute. La boxe thaï et la boxe, très utilisées aux États-Unis, mais attention, il peut y avoir des entraîneurs ou des patients qui ignorent que les coups dans la tête sont tout à fait néfastes. Ils peuvent à eux seuls entraîner une maladie de Parkinson, comme ce fut le cas pour le malheureux Mohamed Ali, alias Cassius Clay. Les traumatismes, les microtraumatismes crâniens répétés peuvent aggraver les symptômes des patients, donc pas de combat, hein. Il est donc indispensable de préciser que ce ne sont pas les combats de boxe qui font du bien aux patients parkinsoniens, mais uniquement les exercices qui sont associés à cette pratique. Les échauffements, la musculation étirement, le punching ball, les coups de pied et les coups de poing dans les sacs de sable, etc. Toutes ces pratiques que nous venons de voir ont été validées par la médecine basée sur la preuve, mais il est probable dans l'avenir que d'autres activités physiques qui sont rapides et prolongées seront également validées. Par exemple, le cardio-training, les arts martiaux adaptés, en particulier le karaté, sans les combats là aussi et sans coup porté à la tête, la course à pied, la marche nordique, la marche aquatique, la natation, les sports de raquettes comme le tennis ou le badminton, le foot, mais sans taper le ballon avec la tête bien entendu. Cette liste n'est pas complète, c'est quasiment infini tout ce qu'on peut faire comme activité physique dynamique et prolongée.
Autre conséquence importante en rééducation, autrefois on disait aux malades prenez bien vos médicaments avant de venir en rééducation. Ainsi vous serez au top pour pouvoir effectuer la rééducation. Maintenant c'est différent. On fait un petit peu comme les danseurs de tango argentin. Vous arrivez sans vos médicaments et c'est la rééducation qui doit vous faire sécréter de la dopamine naturelle dans le cerveau. La dopamine est un médiateur chimique et donc si on arrive à la faire sécréter naturellement, le sujet voit ses symptômes diminuer. Selon l'équipe de Cleveland Clinic, l'amélioration est de 35% d'amélioration. Ils ont mesuré ça de manière très précise. Ce type de protocole est utilisé pour les patients qui sont à la phase de lune de miel, c'est-à-dire à la phase où la pathologie est fruste. Quand ils prennent des médicaments, vous ne voyez quasiment rien. Donc c'est pour ces patients qu'on leur demande de venir en rééducation sans les médicaments, et c'est grâce à une activité physique adaptée, rééducative ou en dehors même des séances de rééducation avec un professeur d'activité physique par exemple, que le patient doit ressortir beaucoup mieux que ce qu'il n'est rentré. Ce qui nécessite une activité physique prolongée, 1h30, 2 heures, parfois plus. Hein? Chaque fois. Donc vous courez dans les 25 minutes environ, une vingtaine de minutes, et au bout de 20-25 minutes, votre marche s'améliore, c'est ça? Ça devient quasiment normal. Ça devient quasiment normal. Et ça dure combien de temps cette... Ça va durer 5-10 minutes. 5-10 minutes. Vous avez un effet comme ça de bénéfice qui dure 5-10 minutes. Ouais. Et la main, est-ce que ça s'améliore dans ces cas-là? Si je fais 40 minutes, oui. Si vous faites 40 minutes, vous sentez que la main s'améliore? Je récupère l'usage du ballon. Ah. Et à partir du moment où j'ai couru 25 minutes, là si je refais encore la course, ça perdure. Ça dure plus longtemps. Ouais. Donc il faut environ 40 minutes pour que les effets montent au membre supérieur. Ouais. Le témoignage que nous venons de voir permet de comprendre que les activités physiques que l'on propose à ce type de patient doivent durer longtemps. On recommande le plus souvent 1h30 à 2 heures d'activité physique. La durée optimale est fonction de la pathologie. Ça signifie que plus le sujet est lourdement atteint et plus il faudra du temps. Il y a un stade où la pathologie est tellement invalidante qu'il est impossible d'obtenir une cessation des symptômes par l'activité physique. Il faudrait un temps beaucoup trop long. Pour ces patients plus lourdement handicapés, on tombe sur un autre protocole, par exemple le protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié. À ce moment-là, il ne s'agit plus de faire régresser les symptômes, mais il s'agit pour le patient de progresser à l'intérieur de son handicap et de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie. Le fait qu'il faille beaucoup de temps pour obtenir une sécrétion de dopamine endogène chez les malades frustes a d'autres conséquences importantes. Par exemple, sur les vélos motorisés, la plupart des programmes qui sont proposés aux patients parkinsoniens sont trop courts et trop progressifs. Il vaut donc mieux ne pas utiliser ces programmes. Il y a toujours une possibilité de réglage manuel, donc on règle à la vitesse maximale et on reste le temps nécessaire pour chaque patient. Ça peut être 1 heure, ça peut être 1h30 quelquefois. La règle de la durée optimale des exercices est valable pour toutes les activités. Prenez l'exemple du tango. Si la durée de la séance n'est pas suffisante pour le patient, eh bien, il va certes améliorer son déconditionnement à l'effort aérobie, mais il ne va pas y avoir une sécrétion naturelle de dopamine suffisante dans le cerveau du patient, et donc l'amélioration des symptômes sera soit trop courte, soit carrément absente. Impératif numéro 2 de la gymnastique du patient qui présente une maladie de Parkinson fruste, les mouvements doivent être le plus rapides possible. Cela a été confirmé de manière magistrale
par l'équipe de Cleveland Clinic et par leur tandem thérapie où il faut des exercices dits forcés, c'est-à-dire plus rapides que la vitesse confortable de pédalage. Alors c'est vrai pour toutes les activités, par exemple pour la danse, le tango c'est bien, mais le rock c'est mieux parce que c'est plus rapide. On trouve des cours d'aquabike à grande vitesse et rythmés par la musique dans un grand nombre de piscines municipales. Ces cours correspondent presque exactement à ce qui est nécessaire pour ces patients, à condition qu'il n'y ait pas de douleur ou de troubles rhumatologiques. De nombreuses études ont permis de démontrer l'intérêt des techniques médicales chinoises Tai Chi Chuan et Qigong qui sont effectuées à vitesse très lente. Les bienfaits sont multiples, en particulier la lutte contre le déconditionnement à l'effort aérobie. À noter que dans l'étude de la Cleveland Clinic sur la tandem thérapie, le groupe témoin qui pédalait à vitesse confortable n'a pas eu des résultats nuls. Ce groupe a prouvé qu'il existait chez ces patients une diminution du déconditionnement à l'effort, mais il n'avait pas la diminution des symptômes que l'on observait dans le groupe qui pédalait à vitesse rapide, à vitesse forcée. Eh bien pour le Tai Chi Chuan, c'est un petit peu pareil. Certes, il y a des résultats, en particulier sur l'équilibre, en particulier sur la lutte contre le déconditionnement à l'effort, etc. Mais malheureusement, avec ces mouvements effectués à vitesse lente, il n'y a pas de diminution des symptômes. Pour avoir une diminution des symptômes, encore une fois, il faut des mouvements à vitesse rapide. Heureusement, dans le Tai Chi Chuan et le Qigong, il y a aussi des maîtres qui enseignent les mouvements à vitesse rapide. À ce moment-là, ça devient l'idéal pour des patients qui présentent une atteinte fruste. On voit ces techniques qui sont enseignées par différentes personnes sur des vidéos que l'on trouve facilement sur Internet. On sait depuis des années, j'ai retrouvé des cours d'il y a plus de 40 ans, où on disait que les mouvements que l'on doit faire aux parkinsoniens doivent être de grande amplitude. Ça a été confirmé récemment par les études de LSVT big. On veut que le mouvement soit big, mouvement de grande amplitude. Et il faut éviter justement de faire des petits mouvements si on veut une efficacité maximale. Dans l'étude de la Cleveland Clinic sur la tandem thérapie, on voit bien que le vélo utilisé, ici c'est une photo extraite de leur article, on voit bien que ce pédalier, au niveau du pédalier, la manivelle du pédalier est une grande manivelle. Sur le film qu'ils ont fait, on voit également une grande distance entre l'axe de rotation et la pédale, ce qu'on appelle la manivelle. Une grande manivelle permet des mouvements de grande amplitude, ce qui est logique et ce qui est normal. Malheureusement, cette notion n'est pas connue par les gens qui vendent et qui installent les vélos électriques. J'ai connu ainsi un patient qui avait acheté un vélo électrique et on avait installé la manivelle dans une position où il faisait de tout petits mouvements. Alors voilà, il faut éloigner l'axe de pédalage, de l'axe de pédalage au maximum les pédales. Si on met les pédales juste ici, ça fait un tout petit tour et ça sert quasiment à rien. Donc il faut vraiment l'éloigner pour qu'il y ait de grands mouvements de flexion et d'extension. Ça on ne vous l'avait pas dit. Non. Eh bien voilà, pendant combien de temps? Pendant 6 mois vous avez pédalé comme il ne fallait pas. Pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi. Eh ben. Cette règle des mouvements de grande amplitude est valable pour toutes les activités que l'on propose aux patients parkinsoniens. Prenons l'exemple de ce patient qui utilise un tapis de marche. Il faisait des pas trop petits. Et voyez la sangle qui est au bout de cette flèche. Elle a un rôle pour l'empêcher de faire des pas trop petits. Le repère visuel ici, une sangle qui lui permet ici
voir jusqu'où il doit aller. Parce que sinon il faisait des pas trop petits au départ. Hein. Et grâce à cette petite sangle là, voilà, sur lequel il donne des coups de pied de temps en temps, voilà, il fait des pas suffisamment grands. Nous avons vu l'intérêt de ce type d'entraînement intensif appelé Forced Exercise par les anglo-saxons. Nous allons voir maintenant quels en sont les inconvénients. Nous allons surtout développer les douleurs, les rhumatismes, les problèmes orthopédiques qui apparaissent lors de ces pratiques et comment tenter de les éviter. La première règle, c'est d'y aller progressivement. Il ne faut pas, dès la première semaine, vouloir faire des performances maximales. Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui en font trop par rapport à leurs possibilités corporelles, en particulier en faisant toujours la même activité de manière trop répétitive et trop intense. Il faut un temps de préparation et un temps de récupération suffisant entre chaque performance. Il faut se renseigner, il faut se faire éventuellement conseiller. Chaque patient a sa propre histoire avec ses points forts et ses points faibles. Chaque activité physique présente des dangers qui lui sont propres. Donc, il faut une progression qui soit tout à fait personnalisée. Dans ce contexte, on ne peut donner que des règles générales. Il est conseillé, la plupart du temps, d'alterner les activités complémentaires en charge et en décharge. Les activités qui se font avec le poids du corps sur les membres inférieurs, comme la danse, comme le karaté, comme la course, etc., sont très bonnes pour les muscles antigravitaires, sont très bonnes aussi pour les os, ça fortifie les os, mais ne sont pas vraiment très bonnes pour les articulations qui souffrent. Pour compenser, eh bien, il faut faire des activités sans le poids du corps, que l'on dit activités en décharge, comme la natation. Ces activités sont excellentes pour les articulations, moins bonnes pour les muscles antigravitaires et pour les os, mais si c'est des problèmes de douleur articulaire, eh bien, il faut savoir alterner les activités avec le poids du corps et les activités dans l'eau. En fait, toutes les activités sans le poids du corps peuvent compenser les activités en charge, les activités avec le poids du corps. C'est le cas, par exemple, de cet exercice de tandem à deux personnes qui bougent, qui pédalent, il faut voir cette vidéo, hein, qui pédalent en sens inverse et qui travaillent de manière très intéressante sans avoir à abîmer les articulations en position couchée. Franchement, c'est bien adapté, bravo! Les nages de salon permettent de reproduire sur Terre les effets de la natation. Elles se font sans le poids du corps sur les membres inférieurs. Leur champ d'application est vaste. Elles peuvent bien sûr être utilisées pour la gymnastique des patients qui ont une maladie de Parkinson, mais elles permettent également la prévention et le traitement de fond des lombalgies, des dorsalgies, des cervicalgies. Elles permettent aussi l'échauffement des sportifs et des travailleurs, la remise en forme des sujets sains. Elles nécessitent un matériel très sommaire, un lit ou un simple tapis. Elles peuvent donc être pratiquées facilement chez soi, en cabinet de kinésithérapie ou dans une salle de gymnastique collective. Les nages de salon permettent un travail sans pesanteur, donc sans contrainte sur les articulations. On utilise des mouvements rythmiques actifs de grande amplitude des quatre membres et du tronc. On a un effet d'assouplissement, un travail musculaire global faisant intervenir la plupart des muscles du corps. On a un effet d'automassage grâce aux variations des points de contact entre le corps et son support. Au bout de quelques minutes de pratique, le sujet ressent une sensation de chaleur qui est liée à l'activation de la circulation sanguine. On peut y associer la respiration. On peut également effectuer cette nage de salon avec de la musique pour donner un rythme, un indissage auditif en quelque sorte.
Il existe de nombreuses manières d'effectuer les nages de salon. Nous avons vu quelques exemples avec des vidéos que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous avez vu aussi la nage de salon sur le côté qui se rapproche de la technique de Kabat que l'on appelle l'accordéon latéral, car le rachis fait une espèce de mouvement d'accordéon. Eh bien, cette technique est spéciale parkinsonien. Elle a été recommandée depuis longtemps pour les patients qui présentent une maladie de Parkinson. Mais il existe d'autres possibilités, par exemple de faire les nages de salon sur le ventre, ou d'associer ces nages de salon avec des tractions intermittentes. Les patients parkinsoniens qui ont une atteinte fruste réalisent facilement ces différentes nages de salon. Par contre, le patient que nous voyons sur ce film présente une atteinte de gravité intermédiaire et c'est donc plus difficile pour lui. Il a fallu faciliter ses mouvements grâce à un indissage visuel. Ces mouvements doivent aller jusqu'à un but, c'est des topocinèses comme on dit. Premièrement, il doit toucher son gros orteil. Deuxièmement, il doit toucher un tendeur élastique judicieusement placé dans le prolongement de sa tête. Même les techniques dites douces comme le tai chi chuan, le qigong ou le yoga peuvent présenter des dangers. Dans la pratique du tai chi chuan, comme dans toutes les pratiques physiques, il faut respecter la règle de l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire entre le pas assez et le trop. La plupart des gens n'en font pas assez, en particulier les personnes qui ont un début de maladie de Parkinson. Mais dès qu'on a commencé à pratiquer une activité, c'est très facile et très tentant d'en faire trop. C'est vrai pour toutes les activités physiques. Mais dans ma longue carrière de kiné, j'ai connu des gens qui faisaient trop de tai chi chuan et trop de qigong. 1h30 d'activité physique 3 fois par semaine, en général, il n'y a aucun problème, à condition de ne pas être en surpoids. Mais dans toutes les disciplines, que ce soit la marche, la danse, le tai chi, le karaté, on a tendance, avec le temps, à en faire de plus en plus. Et il y a un moment où ça devient beaucoup trop. On pratique à la maison, on va faire des stages où on s'entraîne 7 heures par jour. Au bout de plusieurs années, on se fait mettre des prothèses de genoux parce que c'est plus possible, c'est trop. Alors pratiquer une activité physique, c'est indispensable, mais avec modération, même si c'est une activité que l'on dit douce. La biomécanique nous apprend que chaque fois qu'on s'accroupit, que ce soit pour faire du karaté, que ce soit pour faire du tai chi chuan, du qigong, que ce soit pour faire de la danse ou toute autre activité, eh bien, la pression au niveau de la rotule, sur la trochlée, peut atteindre 420 kg. C'est énorme. Quand on en fait trop, il n'y a rien qui résiste à cette pression. On est sûr d'avoir des problèmes, donc un peu de modération. Donc, même pour le tai chi, il faut compenser par des activités en décharge comme la natation. Chaque activité présente des dangers qui lui sont propres lorsqu'elle est pratiquée de manière exclusive et sans modération. Attention, en natation aussi, il faut avoir une pratique modérée. C'est très facile de s'abîmer les épaules. Le vélo dans l'eau, l'aquabike, ça peut être dangereux également. J'ai connu une dame qui avait une prothèse de hanche et qui a décellé sa prothèse en faisant de l'aquabike. On le dira jamais assez, il faut pratiquer, mais avec modération. Inversement, un autre problème. Les patients qui pour diverses raisons n'arrivent pas ou n'arrivent plus à diminuer leurs symptômes grâce aux activités physiques risquent de se décourager. Or, il est toujours important, et à tous les stades de la maladie, et même chez le sujet sain d'ailleurs, d'effectuer une activité physique adaptée pour lutter contre le déconditionnement à l'effort et en particulier le déconditionnement à l'effort aérobie. Même si les symptômes ne régressent pas grâce au sport et au mouvement, le patient doit entretenir sa forme physique.
Dans tous les cas, il peut progresser à l'intérieur de son handicap. Certes, les symptômes ne régressent pas, mais il peut réaliser de mieux en mieux, de plus en plus longtemps et avec de moins en moins de fatigue, diverses activités physiques ou sportives comme la danse, les arts martiaux, le tai chi chuan à ce moment-là, pourquoi pas, l'aquagym, la marche rapide avec podomètre, etc. Toutes ces activités doivent être plus ou moins adaptées au cas particulier de chaque patient par un enseignant motivé et c'est le plus souvent la clé d'une pratique persévérante à long terme. La Fédération française de cardiologie publie des fiches pratiques qui sont très bien faites, en particulier celles sur l'activité physique où il conseille de privilégier les sports d'endurance qui permettent de pratiquer durant 30 à 60 minutes une activité physique régulière, progressive, sans essoufflement ni fatigue musculaire excessive. Vous voyez que ce n'est pas des 4 heures ou 5 heures d'affilée, c'est des choses qui sont raisonnables. 30 à 60 minutes d'activité physique par jour, c'est quelque chose de tout à fait indispensable. Alors, il y a la fiche sur l'activité physique, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement intéressantes et importantes pour les patients parkinsoniens, notamment ceux qui sont en surpoids, et il y a des fiches sur l'alimentation, donc c'est à voir, c'est à regarder quand on a une maladie de Parkinson. Ce qu'on a trouvé de mieux pour entretenir la motivation, éviter le découragement et l'abandon des activités physiques et sportives, c'est le contrat d'auto-rééducation guidée cher à Jean-Michel Graciès et à Claire Marsal. On donne au patient un registre dans lequel il doit noter chaque jour ses performances. Le patient sera heureux et motivé de montrer ce registre à son médecin, à son neurologue, à son rééducateur, à son coach et même à ses amis et à sa famille. Il y a un partage d'informations, une traçabilité, bref, c'est génial. Faire mieux me paraît impossible. Je voudrais simplement signaler qu'il existe un protocole extrêmement simple qui est utilisé depuis des années, bien avant l'apparition des contrats d'auto-rééducation guidée, et qui s'appelle PLUDEAT, protocole de lutte contre le déconditionnement à l'effort aérobie avec traçabilité, et que l'on peut maintenant télécharger gratuitement, facilement et sans inscription sur Internet. Ça peut servir aux patients parkinsoniens, mais ça peut servir également à toute personne, qu'il soit handicapé ou non, et qui a un déconditionnement à l'effort aérobie. Ce protocole est relativement simple et efficace puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre à enregistrer, c'est la durée des exercices qui est quantifiée en minutes. C'est ce qu'on appelle le paramètre de contrôle. Si on augmente ce paramètre, tout le reste suit. Nous avons vu dans un premier temps les activités physiques qui permettent de diminuer les symptômes lorsqu'elles sont pratiquées de manière relativement intensive par des patients qui ont une atteinte fruste, c'est-à-dire pas très importante. Nous avons vu également qu'il y avait un certain nombre de patients qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent plus à diminuer leurs symptômes, même en augmentant leur dose d'activité physique. C'est surtout pour ces patients qu'il existe les 10 commandements de la gymnastique du parkinsonien. Les 3 premiers commandements, on les a déjà vus, donc nous passerons rapidement. Premier commandement, les mouvements doivent être les plus rapides possibles. Il faut être le plus dynamique possible lors de cette gymnastique du parkinsonien. Deuxième commandement, il faut utiliser des mouvements de grande amplitude pouvant aller jusqu'à l'étirement. Troisième commandement, on a expliqué qu'il fallait alterner les activités en charge avec le poids du corps et en décharge sans le poids du corps comme la gymnastique au sol ou la natation. Les quatrième et cinquième commandements concernent les indiçages. Indissage visuel, le mouvement qui va jusqu'à un but. On a vu pour le membre inférieur que si on mettait des lignes sur le sol et le malade devait enjamber ces lignes, c'est un but visible, mais ça se fait aussi pour le membre supérieur. Par exemple, on peut lui demander d'aller toucher
un barreau de l'espalier, en général très élevé, pour qu'il puisse faire des mouvements de grande amplitude. Indissage auditif, ce sont les mouvements rythmés par la musique ou par un tambourin ou un métronome, etc. Exemple de facilitation auditive, cette patiente qui marche avec des écouteurs dans les oreilles au son d'une musique bien rythmée, par exemple une musique militaire ou au son d'un métronome. Autre indice auditif, le patient doit dire haut et fort 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. pour faciliter la marche. Ou alors, lorsqu'il a une difficulté à démarrer, il doit se dire haut et fort là aussi, et hop, en avant. Cette vidéo montre l'utilisation d'une facilitation visuelle, cette fois-ci. C'est un laser qui est fixé à un déambulateur et le malade doit marcher sur le laser, ce qui facilite la progression. Voilà une canne avec là aussi un laser, toujours pour faciliter l'avancée du pas. À ce stade, il est important de comprendre le schéma d'Allen et Tsukara. On voit que dans ce schéma, il y a deux compartiments. Un compartiment de préparation du mouvement, plan et programme, et un compartiment d'exécution. La frontière entre ces deux compartiments, c'est le cortex moteur. Tout part de l'idée du mouvement. L'idée a une structure, bien entendu, qu'on détaille de mieux en mieux. De l'idée du mouvement, l'information passe au cortex associatif, et du cortex associatif, elle doit aller au cortex moteur. Et pour passer de l'un à l'autre, il y a trois voies différentes. Trois façons différentes de passer du cortex associatif au cortex moteur. Alors, premièrement, il y a la voie qui passe par les ganglions de la base. Cette voie est responsable des mouvements automatiques. Il y a une pathologie de cette voie dans la maladie de Parkinson. De ce fait, les mouvements automatiques sont difficiles à réaliser. Deuxièmement, la voie qui passe par le cervelet latéral. Elle permet de traiter les informations auditives et visuelles et de faire des gestes sous contrôle auditif et visuel. Donc cette voie est intacte dans la maladie de Parkinson, elle peut être utilisée pour faciliter les mouvements. Sur ce schéma d'Allen et Tsukara, on voit très bien cette flèche directe qui part du cortex associatif et qui va au cortex moteur. C'est la voie de la commande volontaire, intellectuelle et cognitive. Cette voie est intacte dans la maladie de Parkinson. C'est ce qui permet d'expliquer l'efficacité des thérapies comportementales, des stratégies attentionnelles qui utilisent l'attention du patient. Ça explique également l'efficacité de l'imagerie mentale et de la réalité virtuelle. Cette vidéo illustre l'utilisation d'une stratégie comportementale pour démarrer la marche. C'est ce qu'on appelle le pas de parade pour éviter le freezing. Le patient veut démarrer une activité qui normalement est automatique, la marche, et en fait c'est impossible, l'action est gelée par la pathologie. Alors il va utiliser le pas de parade. Eh bien, il monte un genou très haut, et puis après il monte l'autre genou, et ça démarre. Le freezing, c'est-à-dire la difficulté de démarrer un mouvement ou le blocage d'un mouvement qui est en cours, peut survenir dans différentes circonstances. La plupart du temps, c'est à la marche, lorsqu'on commence à marcher, ou lorsqu'on change de direction, ou lorsqu'on arrive dans un espace étroit, ou lorsqu'on va passer une porte dont le cadre est relativement étroit, ou lorsqu'on est pressé, stressé ou anxieux, ou lorsqu'on essaye de faire une double tâche, comme par exemple marcher tout en parlant. Eh bien, en cas de freezing,
on peut utiliser ces stratégies comportementales en cas de difficulté de démarrage ou de blocage de la motricité. Premièrement, on s'arrête. Deuxièmement, on choisit une stratégie. Et troisièmement, on exécute ce mouvement volontaire que le malade connaît et qui peut débloquer la situation. En effet, la voie volontaire, c'est la flèche rouge sur le schéma d'Allen et Tsukahara, et cette voie est intacte dans la maladie de Parkinson. On apprend au patient plusieurs stratégies et il doit sélectionner celle où il se sent le plus à l'aise. Ça peut être le pas de parade comme on l'a vu, ça peut être également déplacer le poids du corps d'un pied sur l'autre, plusieurs fois, et lorsque le patient se sent prêt, il va repartir. Ça peut être aussi utiliser un autre mouvement volontaire, lever les bras tendus le plus haut possible, ça peut débloquer la situation. On peut aussi utiliser le mouvement volontaire de monter sur la pointe des pieds, et là aussi, ça peut débloquer la marche. Les techniques de réalité virtuelle peuvent être utilisées de différentes manières. Elles peuvent permettre de faciliter la déambulation, par exemple par un indissage visuel et auditif, mais elles peuvent aussi créer des difficultés auxquelles le malade doit répondre en utilisant des stratégies comportementales sans risque, puisque sur ce tapis de marche avec suspension, il ne risque pas de tomber et de se faire mal. Sixième commandement, les mouvements seront si possible associés à la respiration. Septième commandement, les mouvements doivent intéresser les 4 membres et le tronc. Huitième, les exercices seront alternés avec de la relaxation. Neuvième commandement, ça ne doit pas être triste, il faut de l'ambiance, il faut faire rire, il ne faut pas hésiter à parler fort, à faire pousser le kiai si on fait un exercice de karaté, à taper dans les mains en dansant. Voilà, donc un peu de gaieté. Hein. Les 10e commandement, il faut privilégier les séances collectives favorisant les contacts, l'entraide, l'interaction sociale. Aux surprises, telles les 3 mousquetaires qui étaient 4, il y a encore 2 commandements. 11e commandement, s'inscrire dans la durée, la régularité, l'assiduité. Il faut entretenir la motivation à long terme. 12e commandement, il faut des exercices variés pour éviter la monotonie et ne pas déprimer lors de l'aggravation des symptômes. On ne s'en rend même pas compte s'il y a des exercices variés. Pour finir, il faut se rappeler que ces activités n'ont pas seulement pour objectif un bien-être physique des personnes en situation de handicap. Une pratique régulière améliore le bien-être psychologique de la personne et favorise le bien-être social par les contacts que cela occasionne avec les autres participants et avec l'enseignant.